Merci beaucoup. Alors, mon intervention va prendre le parti initial de se situer non pas du côté du temps objectif, mais plutôt du côté du temps vécu. Le temps est de sens interne et en ce sens, il a un indéniable caractère, il est vrai, transcendantal. Mais selon un régime, non pas, peut-être, c'est une hypothèse que je lance, assis d'une fois pour toutes et bien arrimé, imperméable aux avatars de ce qui s'y fait, s'y forme et s'y joue, de ce qui y a lieu. Et qu'est-ce qui a lieu ? Des événements, et des événements qui font sens. Alors, s'il est donc vrai que rien ne peut se passer du temps, il n'en reste pas moins que ce qui s'y passe est susceptible de le modifier en profondeur. Le temps ne serait donc peut-être pas un continuum imperturbable, un contenant indifférent, sorte de dénominateur commun avec lequel se devrait de composer tout phénomène intratemporel. Le temps accueille ce qui s'y temporalise d'une façon chaque fois spécifique, allant jusqu'à se dédoubler, s'écarter, il y a donc une dramatique du temps en un sens, s'infinitiser, éclater ou se refermer à la faveur de ce qui s'y temporalise, de ce qui s'y fait espace. C'est ainsi que le tissu temporel du vécu se trouve parfois exigé, poussé aux limites du temporalisé et temporalisable par ce qui s'y temporalise, par ce qui est, à proprement parler, vécu. Je vais avoir recours à une brève citation de Richir qui est très parlante à ce propos, qui se trouve à la fin des méditations phénoménologiques et où il parle des signifiants philosophiques, des termes de la philosophie et du grand mal qu'a la philosophie à dire certains problèmes, certaines expériences. Tous ces termes, donc du langage philosophique, sont l'indication nominalisante, dans la langue de la philosophie, de problèmes à résoudre, et qui, en un sens, ne seront jamais résolus parce que, en un autre sens, leur résolution demande du temps. Et du temps selon plusieurs rythmes à la fois, dont certains, excessivement rapides, passent le plus souvent inaperçus, et dont d'autres, excessivement lents, demanderaient sans doute une durée de vie excédant largement la durée de la vie humaine. En effet, il y a, comme on le verra, une sorte d'irréductible qualitatif dans le temps. Est-ce au sens de Bergson ? C'est à voir, mais peut-être pas, parce qu'il y a un type de corrélation qui est maintenu entre ce qui se temporalise et la temporalisation elle-même, ou le vécu du temps. Il n'y a pas une vraie fusion, mais c'est une possibilité de discussion que l'on peut avoir par après, parce qu'il est vrai qu'il y a un report du sujet lui-même qui ne casse pas complètement son identité. Il y a par exemple, passé et futur peuvent se donner d'une façon intrinsèquement qualitative, donc comme immémorialité, on va voir, ou immaturité, selon Schelling. Voilà. Donc, effectivement, voilà, l'immémorial ou l'immature, quelque chose d'irréductiblement qualitatif, je veux dire par là que ce sont des choses qui ne sont pas, disons, bijectables sur la ligne du continuum du temps. Un passé immémorial est un passé qui n'a jamais eu lieu, qui est trop ancien pour avoir eu lieu, qui n'a pas sa place. On ne peut pas invoquer le continuum du temps vers le derrière pour le placer. Même chose pour un futur qui peut se donner sous l'espèce de l'immaturité. Mais ce qui est très important, et que je voudrais signaler dès maintenant, c'est que, à mon avis, l'a priori de corrélation n'est pas pour autant cassée. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans le vécu qui répondent à cette immémorialité et à cette immaturité. Il y a un affect de l'immature et il y a un affect de l'immémorial. À ceci près que il y a tout de même
il y a, pour le dire ainsi, un approfondissement architectonique de certaines situations de corrélation. Et l'altérité n'est pas dans quelque chose qui casserait cet a priori de corrélation, mais elle se reporte aussi au sein du vécu et au sein du réel au sens husserlien de réel, de vécu, comme une profondeur d'affectivité que l'on se surprend à avoir face à certains événements. Quelque chose de nous à quoi on n'a pas nécessairement accès. Ce qui montre que ça ne va pas du tout de soi, que ce qui m'appartient, que ce qui est de l'ordre du vécu me soit accessible. Il y a aussi, du point de vue du vécu, un étagement architectonique, mais une confirmation de l'a priori de corrélation. Sauf que, mise en perspective architectonique. Alors il y a un autre passage de Richir, un article qui s'appelle « Vie et mort en phénoménologie », publié dans Alter, et qui est extrêmement parlant à ce sujet. Du point de vue des concrétudes phénoménologiques, préparés que nous sommes à ne plus concevoir le vivre comme vivre de quelque chose d'actuellement présent, nous commençons à comprendre que nous ne vivons jamais sur un même plan à la fois, ni selon la structure matricielle uniforme de la temporalité, qu'elle soit husserlienne ou heideggerienne. Il y a toujours en nous, à la fois, de l'enfance, de l'adolescence, de l'adulte et du vieillard. Notre vivre plonge toujours de manière extrêmement subtile, car différenciée, de façon prodigieusement complexe, dans divers styles ou diverses figures de l'absence. Et nous sommes toujours, multiplement, traversés par divers rythmes de temporalisation, le plus souvent inaccomplis, les uns très longs, et les autres très rapides. Ce qui ne veut pas dire que, cet inaccomplissement, c'est quelque chose qui plutôt, on le verra, ne traverse pas le présent ou l'adéquation du présent, mais notre affectivité y prend part. On y viendra. Alors, en tout cas, une fois ces préambules faits, et pour autant que tout sens est bel et bien nécessairement sens temporalisé, je voudrais étudier 3 types de temporalisation induites par 3 modalités spécifiques du sens faisant ou de la temporalisation du sens. Je vais me porter en tout premier lieu vers la temporalité propre d'un sens fécond, d'un sens baignant dans une pertinence, le sens de la trouvaille heureuse, qui s'étend jusqu'à l'extrême dépossession, mais dépossession joviale, dépossession bénéfique et ressourçante, donc non traumatique, qui est l'expérience du nouveau, d'une trouvaille, de quelque chose qui fait sens pour nous, et c'est une expérience qui peut parfois être même nimbée de sublime. Et pour cela, je vais tout de suite me référer au chapitre 5 de l'œuvre de Tengeli, l'expérience retrouvée, où il fournit une très belle explication de ce qu'est la nouveauté dans le sens. Le neuf vient des mondes qui, étant originairement désaccordés par rapport au monde de tout phénomène de monde spécifique, et même par rapport à tout phénomène de langage possible, dépassent les possibilités actuellement ouvertes, tout en exerçant une influence sur la temporalisation de tout phénomène de monde spécifique et des phénomènes de langage correspondants. Autrement dit, la subjectivité, au sens très large d'une phase de présence, phase de veille et d'éveil, est traversée, comme on a vu, par des rythmes qui la constituent, qui contribuent à sa concrétude et qui pourtant la dépassent amplement. Néanmoins, encore une fois, une trace est laissée en elle de choses ou mouvements archaïques de toujours qui ne vieillissent pas au même rythme que nous, ou au même rythme que notre présent le plus accessible, ou que le présent auquel on a
le plus communément axé. Dès lors, notre affectivité plonge dans des mouvements qui nous rajeunissent ou qui nous donnent d'entreapercevoir un semblant phénoménologique d'éternité. Alors qu'est-ce que cela veut dire, ou quel sens a cette éternité phénoménologique et absolument pas métaphysique? Cette éternité prend les traits d'un revirement entre un passé transcendantal, la jamais immémorial, et un futur transcendantal, la jamais immature. Entre ces deux massifs imposants se jouent des proto-temporalisations multiples qui, et voilà pourquoi elles ont quelque chose d'éternel, elles n'ont pas le temps de se temporaliser. Et c'est justement ce ne pas avoir le temps qui fait l'éternité de cette proto-temporalisation d'un sens qui, à sa pointe, est un sens dépossédé. Ça n'a pas le temps de vieillir, pour le dire ainsi. Ça passe tellement vite ou tellement lentement, c'est-à-dire tellement désaccordé par rapport à nos propres rythmes, par rapport à la propre structure et au calibre de notre veille, que ça n'a pas le temps de vieillir, mais ça est là, et on a été touché par ces rythmes. Il y a donc en effet quelque chose, du sens se faisant, qui garde toujours de sa fraîcheur et qui recèle quelque chose d'à jamais inentamé, une énigme, une imminence qui n'a de cesse de nous parler. C'est aussi ce que l'on découvre, et on y reviendra, dans l'expérience de la nostalgie. De la nostalgie par rapport à une époque antérieure. On peut se ressouvenir, par exemple, à la faveur d'une mélodie qui appartient à tel ou tel moment de notre vie. Et ce qui est proprement nostalgique n'est pas vraiment la remémoration de ce qui s'est passé à ce moment, mais les horizons de futur et de passé de ce passé. De ce passé par rapport à quoi on est nostalgique. On est ouvert à quelque chose d'indéterminé sur lequel, ou sur quoi a été ouvert ce temps passé, et qui revient. Parce qu'il ne s'est pas complètement temporalisé, mais il était en train de le faire. Alors, je me permets un hommage à l'université de Toulouse, qui est l'autre maison mère du programme Erasmus Mundus, et qui se trouve à l'avenue Antonio Machado, je pense. Donc voilà, je vais citer un poème, même deux, ça c'est le premier, du poète espagnol Antonio Machado, pour me référer à cette idée de nostalgie, mais qui est féconde, qui n'est pas douloureuse, qui est une ouverture sur un archaïque et sur un indéterminé, qui était celui d'un temps ici passé, en l'occurrence, mais pas nécessairement. Machado est en train de décrire l'expérience d'un petit village et des enfants qui viennent de sortir de l'école. La place et les orangers flamboyants, avec leurs fruits ronds et rieurs. Tumulte de petits collégiens qui sortent de l'école, en désordre, emplissant l'air de la place ombragée. Du tintamarre de leurs voix neuves. Allégresse infantine dans les recoins des villes mortes. Et une part de nous d'hier que nous voyons errer encore dans ces vieilles rues. Alors en espagnol, la toute fin est un peu plus belle. Alegría infantil en los rincones de las ciudades muertas y algo nuestro de ayer que todavía vemos vagar por estas calles viejas. C'est-à-dire qu'il y a une lenteur dans les rythmes de l'enfance, en l'occurrence, par lesquels on est soudainement pris et qui nous donne à nouveau accès à un horizon d'immémorialité et d'immaturité, en même temps, qui était celui de l'enfance, et que nous avons pour une part perdu. Il y a un très beau poème de Rilke qui dit ça d'une façon formidable. Ce poème s'appelle Kindheit, et c'est un poème... il faut se représenter un adulte qui, par un jour de pluie,
la pluie fait qu'il revienne à son enfance. C'est un poème qui dit Es wäre gut, viel nachzudenken, von so verlorenem etwas auszusagen. Von langen Kindheit-Nachmittagen, die so nie wieder kamen. Und warum? Noch mahnt es uns, vielleicht in einem Regen, aber wir wissen nicht mehr, was das soll. Nie war das Leben von Begegnen, von Wiedersehen und Weitergehen so voll wie damals, da uns nichts geschah als nur, was einem Ding geschieht oder einem Tier. Da lebten wir wie Menschliches das ihre und wurden bis zum Rande voll Figur und wurden so vereinsamt wie ein Hirt und so mit großen Fernen überladen und wie von weit berufen und berührt und langsam wie ein lange neue Faden in jene Bilder folgen eingeführt, in welchen nun zu dauern uns verwirrt. Alors, voilà, on peut en reparler lors de la discussion, mais je pense que c'est un poème qui montre très bien en quoi un temps adulte peut contenir un temps enfant, qui est lui-même une ouverture à quelque chose que seul ce type de temporalisation permet, sans qu'on y soit complètement fermé. Il y a une transpassibilité, dirait Maldiné, qui tout de même demeure dans la conscience. En tout cas, et il faut s'aviser sur ceci que le non-passage du vécu à l'exprimer, pour parler comme Laszlo Tengeli, n'est pas toujours le fait d'un inachèvement concret ou concrétisant, voire jovial, comme on vient de le voir, ou pour le moins donnant lieu à une élaboration. Il peut se faire que ce non-passage, partiel et indéfini, susceptible d'être remis en jeu, cristallise douloureusement en un non-passage étanche, en une non-expression. Le sens devient donc plutôt le fait d'un refoulement. Si formation il y a, cette fois-ci, elle se dérobe absolument à la conscience. Il en ressort que des élaborations de sens restent à jamais enfouies et en sécession par rapport à la vie du sens. C'est le fait du trauma, par exemple, qui est un non-dit d'un autre ordre que le non-dit que l'on vient de considérer. Et il s'agirait ici de distinguer peut-être deux sens, du virtuel ou de ce qui est non réalisé. En effet, il n'y va pas, dans le cas du trauma, d'un virtuel phénoménologique. Il ne s'agit nullement d'élaboration virtuelle et imprépensable, appartenant à une temporalité, une proto-temporalité, si l'on veut, archaïque, à cette sorte d'éternité dont nous avions parlé et à la recherche de laquelle partirait l'expression. Ces formations tronquées et inconscientes appartiennent plutôt à une non-temporalité, située sur les limbes du sens où rien ne se fait ni s'élabore ou temporalise. C'est une virtualité qui n'est absolument pas en coalescence avec le sens se faisant, pour le coup. Bien au contraire, de par sa non-temporalisation, elle induit même des lacunes en phénoménalité. C'est le non-dit de ce qui est tu, de ce qui demeure, certes inchangé, mais non pas du fait de son archaïsme désaccordé, mais du fait de ne pas pouvoir s'élaborer, car en sécession par rapport au lieu de présence et de conscience où une élaboration peut avoir lieu. C'est cette non-temporalisation apportant infécondité et induisant des angles morts que vise très précisément ce passage de la pièce de théâtre de Federico García Lorca nommée Yerma, et qui justement signifie inféconde, bien que le plus souvent Yerma soit dit d'un champ de labeur. Alors Yerma dit, il y a des choses qui ne changent point, des choses enfermées derrière des murs qui ne peuvent pas changer, car personne ne les entend. Elles ne peuvent pas changer, car elles ne peuvent pas s'élaborer, se temporaliser, se spatialiser ou se phénoménaliser. Insistant sur un point qu'il est, je trouve, très important de saisir, et qui révèle ces mystères de la structure de la conscience et de la conscience du sens se faisant, et qui est un apparent paradoxe, à savoir la distance à laquelle un imprépensable traumatique, une surprise traumatique, disons, repousse
toute possibilité d'expression, de reprise ou d'élaboration, et partant d'expérience tout court, relève, selon cette étrange et paradoxale topologie de la conscience, justement, et paradoxalement, de l'indistance, de la non-distance de l'expérience traumatique. Autrement dit, l'espace-temps d'élaboration du vécu est étranglé. Il colle trop près. Et ce, à tel point que l'expérience traumatique finit par devenir une non-expérience. Néanmoins, vécu sans distance, encaisser l'événement traumatique sans la moindre métabolisation, donc cet événement traumatique peut pourtant refaire surface, il est vrai. Cependant, cela arrive à l'instar de ce que l'on appelle les flashbacks traumatiques. La façon de refaire surface, par contre, du flashback traumatique n'a rien, du moins en premier degré, d'une élaboration. C'est pas... Ah, encore seulement 5 minutes, d'accord. Alors, pour finir, excusez-moi, j'ai pas vu le temps passer, il y a c'est un problème, ça. Un autre type d'empêchement sur lequel je voudrais finir, de la formation de sens qui ne correspond pas, qui n'est pas, disons, de l'ordre d'une non-élaboration, mais plutôt d'une élaboration manquée, car toujours déjà faite. Et c'est là le propre du diabolique, ou de l'irruption du surnaturel sous l'espèce du diabolique. Alors le diabolique porte atteinte à la formation du sens d'une façon tout à fait spécifique, et que nous devrons donc de distinguer soigneusement du trauma. Et cette chose a été admirablement bien analysée par Laszlo Tengeli à la fin de Erfahrung und Ausdruck, en s'inspirant du roman de Thomas Mann, Dr. Faustus, et où Tengeli parle de l'expérience du diabolique. Le diabolique s'attaque à la spontanéité. En fait, il rive la temporalité à un irrémédiable a posteriori, en un sens. Autrement dit, le diabolique s'est déjà institué comme structure, comme façonnement imperceptible de ma facticité transcendantale. Il y a d'ailleurs un caractère foncièrement ancien de l'emprise du malin génie, ou d'un supposé malin génie, sur nous. Alors, si le trauma produit un arraisonnement de toute Sinnbildung, dès lors que toute Sinnstiftung y semble désormais impossible, ce qui voue le sujet à un mutisme souffrant, le diabolique, lui, nous tend tour à tour, et même à foison, des Sinnbildungen, mais qui ne le sont plus, c'est-à-dire parce qu'elles se présentent toujours déjà comme des Sinnstiftungen, comme des acquis. Le fait du diabolique, comme le souligne Laszlo Tengeli, est justement de pourvoir surnaturellement des Sinnbildungen qui sont toujours déjà Sinnstiftungen. Des Sinnbildungen toutes faites. Et en cela, Tengeli nous dit, le diabolique est ce qui rend immédiatement disponible, verfügbar, ce qui était indisponible, ou ne verfügbar. Or cela ne peut se faire qu'en sautant par-dessus la différence architectonique entre Sinnbildung et Sinnstiftung. En fait, il y a peut-être une expérience de temporalisation où se montre le diabolique, et ça serait l'expérience du déjà-vu, à mon avis. C'est-à-dire une expérience dans laquelle le présent, et qu'il faut effectivement distinguer et de la nostalgie et du flashback traumatique. Le déjà-vu, par exemple, contrairement au flashback, ne porte pas sur des contenus traumatisants, mais sur des choses tout à fait anodines parfois. Mais on se surprend parfois à vivre quelque chose donc d'anodin, à vivre en présent un passé. On est en train de vivre en présent quelque chose qui est de l'ordre du passé. Et il y a donc un renversement absolument diabolique dans la structure du vécu. Normalement, quelque chose d'unitaire se temporalise à la faveur d'un changement continuel dans le côté noétique du vécu transcendantal.
la huilée noétique change constamment, notre vécu se porte sur quelque chose d'unitaire qui est plus de l'ordre du noématique, ou cette assise du tempo-objet dont nous parlait Inga et qui est nécessaire. Voilà que dans l'expérience du déjà-vu, et j'en finirai là, il y a comme une étrange et unheimlich identité du noétique lui-même. On vit à nouveau, mais ce n'est pas non plus une représentation. Et là, effectivement, c'est le noématique lui-même, ce qui s'y temporalise, qui devient chimérique, qui devient irréalisé. Et notre propre vie ici, on a l'impression d'être joué par un malin génie. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ça se fait que je revis exactement quelque chose que j'avais eu l'impression de vivre, mais que je le revis de la même façon dont je l'avais vécu. Et même la façon de me questionner, est-ce que je n'ai pas vécu cela, peut être elle-même prise dans le déjà-vu. Il y a un poème de Verlaine sur la nostalgie que Machado reprend en faisant un petit forçage dans le poème qui fait passer disons l'expérience décrite par Verlaine des retrouvailles avec un parc ancien après quelques années, après 3 ans, s'appelle le poème, où quelque chose d'un passé se manifeste en une expérience un peu unheimlich de déjà-vu, où finalement Machado, poussant un petit peu, enfin reprenant le poème de Verlaine, mais poussant un peu d'un cran le poème, se demande, non, est-ce que ce n'est peut-être pas le même sentiment ou la même impression qui se retemporalise à nouveau, et comme si je reprenais cette temporalisation indéterminée qui avait eu lieu il y a 3 ans, c'est que c'est peut-être, dit-il, ce même après-midi qui est en train d'être vécu. Voilà, mais j'en resterai là. Si vous voulez, je vous lis les poèmes lors de la discussion. Merci. Il y a des questions? Qu'est-ce qui justifie que vous avez déjà vu le diabolique? Parce que